Chapitre 29. Léo écrit dans son journal. Le 28 mai 2017. Papa, tu es où en ce moment? Est-ce que tu as trouvé un bunker de survie comme nous? Est-ce que tu es confortablement installé au sommet d'un phare de la Nouvelle-Angleterre avec des caisses de nourriture, des bouteilles d'eau et une radio à haute fréquence? Je sais que tu es toujours vivant. Tu te la joues probablement, je suis une légende, hein. Tu te prends pour Will Smith. 1er juin 2017. Voilà ce que l'on pense. Que le virus est déjà mort, qu'il a été victime de sa propre efficacité. Il s'est répandu tellement vite qu'il a contaminé tout ce qu'il pouvait toucher en quelques semaines, et maintenant c'est fini. Peut-être aussi qu'il se nourrissait de ce qu'il avait infecté, et maintenant qu'il n'a plus rien, qu'il est retombé, qu'il s'est asséché, ou qu'il a été emporté par le vent ou je ne sais quoi. Mais ce que je sais, c'est qu'on n'a plus vu la moindre signe du virus depuis des semaines. Le dernier nuage de pollen, c'était il y a plus d'1 mois, je dirais. Mohamed, estime que c'était un virus entièrement manufacturé par l'homme. Parce que, du point de vue de l'évolution, ça n'a pas de sens d'être aussi rapide et aussi efficace sans même essayer de préserver ses hôtes. Mo dit que c'est comme pour un fermier. Il aurait dû conserver une partie de sa récolte pour l'hiver. C'était peut-être une arme biochimique alors? Ou un projet de recherche? Un remède contre le cancer par exemple, qui serait devenu un peu trop puissant et qui se serait mis à prendre toutes les cellules qui croisaient pour des cellules cancéreuses? Mais quoi que ce soit, cette saloperie de virus est trop gourmand, il n'a plus rien à se mettre sous la dent. Et maintenant, lui aussi, il est mort. Alors, quoi qu'on soit immunisé ou non, on a décidé qu'on ne risquait plus grand-chose à partir à la recherche d'autres survivants. Parce que la seule autre option, c'est de rester dans ce caveau jusqu'à ce qu'on soit à court de nourriture. Du coup, on part pour Norwich. C'est notre destination première après tout. Peut-être que papy et mamie s'en sont sortis. Au moins on saura si l'un d'eux a ce fameux gène d'immunité ou pas. Des dizaines de voitures s'étaient amassées sur la voie d'accès de l'autoroute A14, juste après Ipswich. Ils mirent plusieurs heures à se frayer un chemin entre les véhicules. Régulièrement, Léo ou Mohamed devaient débarrasser un siège conducteur des os de guenilles encore installés dessus, dont certains avaient encore leur ceinture, pour prendre leur place et dégager la voie afin de laisser passer leur camionnette. La plupart du temps, les voitures démarraient sans faire d'histoire, mais Léo se doutait que d'ici 6 mois, ce serait moins évident. Au bout d'un moment, les batteries finissaient par se vider, les éléments commenceraient à corroler, les pièces plus fragiles du moteur et les pneus seraient à plat. Il se projetait 10 voire 20 ans dans le futur pour imaginer la scène. Une masse de rouille en décomposition, se fondant peu à peu dans une soupe d'écailles de métal oxydées, ne laissant derrière elle que des parties en plastique, comme les os que le virus abandonnait après son passage. Une fois passé le bouchon, l'A14 était vide, et Léo prit bientôt le coup de main de passer des vitesses. Il montait en douceur jusqu'à la 5e, malgré sa mère qui lui ordonnait régulièrement de ralentir. « Ce n'est pas une course, Léo !» Ils étaient à une 30aine de kilomètres au sud-ouest de Norwich, près d'une ville appelée Stowe Market. Ils aperçurent un panneau indiquant une station-service, ce qui tombait bien, étant donné que leur réservoir était vide aux 2/3. Léo s'engagea dans une bretelle de sortie, puis sur un rond-point vide. « Pourquoi il n'y a pas de ça chez nous ?» demanda Grace. « Aux États-Unis, il y a des intersections, pas des ronds-points, » répondit sa mère. « Mais je crois qu'il avait commencé à en installer en Californie avant que... »« C'est trop cool !» décrata Grace, tandis que Léo faisait le tour de l'îlot envahi de mauvaises herbes pour prendre la direction du parking.
Il s'attendait à trouver un champ de goudron vide, mais au lieu de cela, le parking était presque entièrement plein. Certaines voitures étaient sagement rangées entre les lignes blanches, mais d'autres étaient garées un peu n'importe comment, comme si les conducteurs s'étaient battus pour les dernières places. Léo chercha un panneau indiquant les pompes à essence. « Où est-ce qu'on va ?»« Arrête-toi déjà par là, » dit Jennifer en lui désignant un endroit. « Autant aller voir à l'intérieur, on peut y trouver des choses utiles. » Léo gara la camionnette près de l'entrée de la station-service, une grande paroi en verre, et ils sortirent tous. Il repéra un tas de vêtements habituels de ci et là. Cette image était désormais banale, et il n'y prêtait plus attention. D'ailleurs, il ne prenait même plus la peine de les contourner largement quand ils avaient encore peur de l'infection. Ce n'était plus que d'inoffensives reliques inintéressantes, sauf quand elles convergeaient en groupe pour raconter une histoire. Ici, l'histoire était assez évidente. Des corps étaient empilés devant la paroi en verre, en particulier devant les larges doubles portes. Il voulait entrer, mais à l'intérieur, quelqu'un a dû refuser de les ouvrir. Léo aperçut les traces de doigts et les griffures, et à plusieurs endroits de petites fissures dans le verre épais de la porte. Il eut soudain la vision d'une foule en colère, suppliant qu'on la laisse entrer, appelant à la compassion des chanceux réfugiés à l'intérieur. Des parents soulevant leurs bambins au-dessus de leur tête comme un laissez-passer. Les menaces et les insultes lancées à travers la vitre, tandis que derrière eux, un tourbillon de flocons blancs envahissait doucement le parking, comme le brouillard qui avance au crépuscule. Léo mit les mains devant ses yeux et pressa son nez contre le verre pour regarder à l'intérieur. Il faisait sombre. Le soleil jouait à cache-cache derrière les nuages qui traversaient le ciel, et par moments, il éclaircissait une partie du sol dans la station. Léo parut apercevoir des petits tas de tissus et d'eau. Le virus a quand même réussi à rentrer. Les portes fermées, les efforts de ceux coincés à l'intérieur, peut-être le personnel de la station, cela n'avait servi à rien. Il imagina l'horreur que cela avait dû être, pas uniquement pour ceux amassés devant la porte, mais surtout pour ceux tapis dans la station. Devant cette grande baie vitrée, ils avaient été aux premières loges pour voir le virus à l'œuvre, pour observer chaque terrible étape de la décomposition, puis de la liquéfaction, pour voir les gens tomber à genoux, s'effondrer au sol, pour entendre les cris de panique se muer en gémissements de douleur. À travers la vitre griffée, ils avaient pu assister au spectacle d'une mère regardant son bébé recracher des bulles de sang dans son bavoir, une autre tenant ses enfants agonisants dans ses bras, de ses formes qui s'étaient mis à luire, comme humides, avant de fondre pour fusionner comme des personnages de cire posés trop près du feu. Un retour dans le ventre de leur mère. Ils avaient dû voir s'entrelacer mari et femme, mère et père, pour mourir ensemble. Un groupe de silhouettes, tel le cœur sur la scène d'une pièce antique, affaissé au sol, se flétrissant lentement pour rejoindre la masse humide formée par leur corps à tous. Ils avaient dû voir ça, tous, derrière les portes en verre. Ils avaient pu examiner en détail, et de très près, le déroulé exact du processus. Et ils avaient su ce qui finirait inévitablement par leur arriver à eux aussi. Léo sentit ses cheveux se dresser sur sa tête. La chair de poule envahit ses bras. Oh, quelle horreur! Léo! La voix de sa mère le fit sursauter. Wow, quoi? Elle venait de lui demander quelque chose. Elle s'était éloignée à une dizaine de mètres de l'entrée de la station et tenait Grace par la main. Je t'ai dit de reculer. Mohamed va essayer de nous faire rentrer. Il entendit le ronflement d'un moteur derrière lui et il se mit en retrait et observa la Ford Modero blanche sortir d'un bond de la place de parking et heurter un trottoir, renverser une poubelle et faire basculer une table de pique-nique sur le côté avant de s'encastrer dans les doubles portes. Le verre explosa en une multitude d'éclats qui tombèrent en pluie sur le sol et sur le capot de la voiture.
Mohamed attendit que les derniers fragments de verre se soient détachés pour sortir. Il se frotta une trace de sang sur l'aile du nez. « Ça va ?» demanda Jennifer. « Je me suis codié contre le volant. » Il avait dit codier au lieu de cogner, et un filet de sang lui coulait jusqu'aux lèvres. « Je saigne du nez. » Il se pinça les narines. « On va vous trouver des mouchoirs, dit Jennifer en enjambant les bris de verre. Allons-y. »